5 ans sans dormir une nuit complète. 5 ans à me réveiller 2, 3, parfois 4 fois par nuit pour aller aux toilettes. 5 ans de cette fatigue sourde qui s'installe, qui ronge, qui finit par changer qui vous êtes au plus profond. Et ce qui rend cette histoire particulièrement troublante, c'est que moi, pendant tout ce temps, j'étais l'urologue que consultaient des centaines d'hommes pour exactement ce problème. Je soignais les autres, et je n'arrivais pas à me soigner moi-même. Aujourd'hui, ça fait 7 mois que je dors 8 heures d'affilée. 7 mois que je me réveille le matin avec de l'énergie. 7 mois que je me sens à nouveau moi-même. Et dans cette vidéo, je vais vous dire exactement comment j'y suis arrivé. Pas avec un médicament de plus, pas avec une opération, mais avec une compréhension que j'aurais dû avoir depuis le début de ma carrière. Il y a quelque chose que la médecine conventionnelle ne vous dit pas sur la nicturie, c'est-à-dire ces levées nocturnes répétées qui brisent votre sommeil nuit après nuit. Et cette lacune, je l'ai payée de 5 années de nuits en miettes. Restez jusqu'à la fin, parce que je vais également vous révéler un 3e facteur dont personne ne parle, ni les médecins de ville, ni les pharmaciens, et c'est peut-être le plus déterminant de tous. Je m'appelle Philippe Martin, je suis urologue depuis plus de 30 ans, j'ai exercé à l'hôpital Necker à Paris, et je vais vous faire une confession qui m'a coûté beaucoup d'ego. Pendant des années, quand mes patients me décrivaient leur nicturie, je leur prescrivais des alpha-bloquants, parfois des inhibiteurs de la 5-alpha-réductase, et je pensais honnêtement que c'était suffisant. Mais la nuit, dans mon propre appartement, je me levais à 1 heure, à 3 heures, parfois à 5 heures du matin. Et je me disais que c'était inévitable, que c'était l'âge, que pour un homme de mon âge, avec ma prostate, c'était normal. Ce que j'ai découvert il y a 7 mois m'a prouvé que j'avais profondément tort. Et cette découverte, je la partage avec vous aujourd'hui. Parlons maintenant de ce qui se passe vraiment à l'intérieur de votre corps quand vous êtes obligé de vous lever la nuit. Parce que la grande majorité des hommes, et même beaucoup de médecins généralistes dont le temps de consultation est compté, pensent que c'est simple. La prostate grossit, elle comprime l'urètre, la vessie se remplit trop vite, on se lève. C'est vrai, mais c'est une vérité dangereusement incomplète, et c'est précisément cette incomplétude qui vous prive de sommeil depuis des mois, des années peut-être. La prostate d'un homme de 50 ans pèse en moyenne le double de celle d'un homme de 20 ans. C'est ce qu'on appelle l'hyperplasie bénigne de la prostate, l'HBP, et elle touche plus de 50% des hommes après 50 ans et plus de 80% après 80 ans. Ce n'est pas une maladie au sens strict, c'est un processus physiologique, mais qui peut devenir profondément invalidant. La cause principale de cette croissance ? La dihydrotestostérone, la DHT, ce dérivé puissant de la testostérone qui stimule la prolifération des cellules prostatiques. Quand cette glande grossit, elle exerce une pression sur l'urètre. Imaginez un tuyau de jardin qu'on serre progressivement avec les doigts. Et le passage de l'urine devient de plus en plus laborieux. Le jet devient plus faible, plus lent, parfois haché. La vessie ne se vide jamais complètement. Et cette urine résiduelle, elle reste là. Elle irrite la paroi interne de la vessie, et cette vessie irritée surréagit. Elle envoie des signaux d'urgence au cerveau alors qu'elle n'est qu'à moitié pleine. Voilà le premier mécanisme. Mais ce n'est pas tout, et c'est là que la consultation de 10 minutes atteint ses limites. La nicturie a plusieurs mécanismes qui fonctionnent en simultané. Il y a le problème mécanique que je viens de décrire. Mais il y a aussi un phénomène hormonal nocturne que très peu de patients connaissent. Avec l'âge, notre production d'ADH, l'hormone antidiurétique, celle qui ordonne aux reins de concentrer l'urine pendant les heures de sommeil, diminue de façon progressive et significative. Chez un homme de 25 ans, les reins produisent beaucoup moins d'urine entre minuit et 6 heures du matin. Chez un homme de 55-60 ans, cette régulation fine se détériore, et les reins continuent à produire de l'urine à un débit quasi identique à celui de la journée, même pendant que vous dormez. C'est comme si votre corps avait littéralement oublié qu'il était censé se reposer.
2 mécanismes donc, mais il y en a un troisième, celui dont personne ne parle, celui que j'ai mis des années à comprendre. J'y reviens dans quelques minutes et croyez-moi, il va changer votre façon de voir ce problème. Pensons maintenant au coût réel de tout ça. Pas les symptômes urologiques, ça vous les connaissez déjà dans votre propre chair. Je parle du coût humain, celui qu'on n'écrit pas dans les ordonnances. Un de mes patients, Michel, directeur commercial de 58 ans, est venu me consulter pour la première fois avec les yeux cernés jusqu'aux pommettes. Il se levait 3 à 4 fois par nuit depuis 3 ans. Sa femme avait fini par déménager dans la chambre d'amis parce que ses allers-retours aux toilettes la réveillaient systématiquement. Il m'a dit, assis en face de moi, « Docteur, je suis épuisé en permanence. Je m'endors dans les réunions. Je suis devenu irritable avec mes propres enfants. Je ne me reconnais plus. » Le manque de sommeil chronique, les recherches le démontrent avec une clarté redoutable, augmente significativement le risque d'hypertension artérielle, de diabète de type 2, de syndrome dépressif et de déclin cognitif accéléré. 5 à 6 levées par nuit sur plusieurs années, ce n'est pas un simple inconfort. C'est une dégradation lente et méthodique de tout ce que vous êtes. Et puis, il y a quelque chose que peu d'hommes osent formuler à voix haute, y compris dans le cabinet d'un médecin. Ce sentiment diffus que quelque chose se brise, quelque chose de fondamental dans l'image qu'on a de soi. L'homme qui ne peut pas dormir, qui se glisse aux toilettes en pleine nuit à pas de loup pour ne pas réveiller sa partenaire, qui hésite à partir en voyage parce qu'il ne sait pas combien de fois il devra se lever dans une chambre d'hôtel inconnue, qui évite les dîners qui se prolongent parce qu'il guette en permanence les toilettes. Ce silence, cette honte discrète, je l'ai vécu moi aussi, moi, l'urologue, et c'est précisément pour ça que cette vidéo existe. Laissez-moi vous expliquer pourquoi je suis peut-être mieux placé que beaucoup pour aborder ce sujet avec vous. J'ai passé plus de 30 ans à l'hôpital Necker à Paris, l'un des centres hospitaliers universitaires les plus reconnus de France. J'ai traité des milliers de patients pour des pathologies prostatiques, des cas simples aux présentations les plus complexes. J'ai eu la chance de collaborer avec des équipes de l'Institut Curie sur les liens entre inflammation chronique, stress oxydatif et prolifération cellulaire prostatique. Je suis membre actif de l'Association française d'urologie et j'ai participé à plusieurs reprises à des groupes de travail sur la prise en charge de l'HBP et des troubles mictionnels. Sur le papier, j'avais toutes les réponses. Je connaissais la littérature, je connaissais les mécanismes, je connaissais les traitements. Et pourtant, à 60 ans passés, j'étais là à scruter le plafond à 2h47 du matin en me demandant si l'envie que je ressentais méritait de me lever ou si je pouvais attendre encore 10 minutes. Ce paradoxe m'a forcé à regarder les choses différemment, parce qu'il est une chose de lire des études et de rédiger des recommandations. Il en est une autre entièrement de vivre dans ce corps qui vous réveille brutalement alors que vous avez une consultation à 8 heures et que vous avez besoin d'être pleinement présent pour vos patients. Cette expérience personnelle m'a obligé à chercher au-delà des réponses standards que je donnais depuis des décennies. Ce que j'ai compris progressivement et douloureusement, c'est que l'approche purement médicamenteuse traitait les symptômes sans traiter les causes profondes. Les alpha-bloquants détendent le muscle lisse de la prostate et de l'urètre, oui, et ils peuvent améliorer le jet urinaire. Mais ils ne s'attaquent pas à l'inflammation chronique sous-jacente. Ils ne corrigent pas le déficit en ADH nocturne. Ils ne recalibrent pas le système nerveux autonome qui tient votre corps en état d'alerte pendant que vous essayez de dormir. Et donc, tant que ces facteurs profonds ne sont pas traités, les symptômes perdurent. J'avais besoin d'une approche différente, et je l'ai trouvée, non pas en sortant du champ de la médecine, mais en allant plus loin à l'intérieur d'elle, vers des mécanismes que nous connaissons depuis longtemps, mais que nous appliquons rarement ensemble de manière structurée. Voici ce que j'ai découvert. La nicturie prostatique, dans la grande majorité des cas, est un problème à 3 dimensions qui demande une réponse à 3 dimensions. La première, c'est mécanique. La taille de la prostate,
la pression sur l'urètre, le volume résiduel post-mictionnel. La deuxième, c'est hormonal. La diminution de l'ADH nocturne, le déséquilibre entre DHT et testostérone libre, les fluctuations du cortisol vespéral. La troisième, et c'est là le fameux troisième facteur annoncé en début de vidéo, c'est inflammatoire et neurologique. L'inflammation chronique de la prostate, même légère, même totalement silencieuse sur le plan douloureux, entretient un état de vigilance permanente dans le système nerveux autonome. Ce système nerveux en alerte constante ne laisse pas votre vessie se détendre pendant la nuit. Il maintient votre corps dans ce qu'on appelle le mode sympathique, le mode combat ou fuite, alors qu'il devrait basculer dans le mode parasympathique, celui du repos et de la récupération. C'est pour ça que des hommes qui prennent des médicaments pour la prostate depuis des années continuent à se lever toutes les nuits. L'inflammation n'est pas adressée, le système nerveux n'est pas calmé, le cercle ne se ferme jamais. Alors voici le protocole exact que j'ai suivi, celui qui a changé mes nuits et que j'applique maintenant avec mes patients. Le premier pilier, c'est la gestion de l'hydratation. Et attention, je ne dis pas de boire moins. Cette nuance est essentielle. L'erreur que font systématiquement les hommes atteints de nicturie, c'est de réduire leur consommation totale de liquide. C'est contre-productif. Une urine trop concentrée irrite encore davantage la paroi vésicale et aggrave les envies nocturnes plutôt qu'elle ne les réduit. Ce qu'il faut faire, c'est redistribuer l'hydratation dans le temps. Boire l'essentiel de ces liquides entre le réveil et 17 heures, réduire progressivement entre 17 heures et 19 heures et s'arrêter complètement 2 heures avant le coucher. Pas d'eau, pas d'infusion, pas de bouillon, pas de soupe du soir. Cette modification seule, appliquée avec rigueur pendant 2 semaines consécutives, réduit les levées nocturnes d'environ 30% chez la grande majorité de mes patients. C'est le socle absolu. Sans lui, le reste du protocole perd une grande partie de son efficacité. Le deuxième pilier, c'est l'alimentation anti-inflammatoire ciblée pour la prostate. Pas un régime, pas une transformation radicale du mode de vie, 4 éléments précis et documentés. Le premier, le bêta-cytostérol, présent en concentration élevée dans les graines de courge. 2 cuillères à soupe par jour, ajoutées dans un yaourt, sur une salade ou dans une soupe. Le bêta-cytostérol est une phytostérol qui inhibe l'enzyme 5-alpha-réductase, la même enzyme que ciblent des médicaments comme la finastéride, réduisant ainsi la conversion de la testostérone en DHT et limitant la prolifération cellulaire prostatique. Une méta-analyse publiée dans le British Journal of Urology International a montré une réduction significative du score IPSS chez des hommes prenant du bêta-cytostérol pendant 6 mois, avec une amélioration du débit urinaire maximal. Le deuxième élément, le zinc. La prostate est l'organe du corps humain qui contient la plus haute concentration de zinc. Des recherches menées notamment en collaboration avec des équipes de l'Institut Curie ont confirmé que les hommes souffrant d'HBP présentent des niveaux de zinc prostatique systématiquement inférieurs à la norme. 10 mg par jour sous forme de zinc bisglycinate pour une absorption optimale. Le troisième, le lycopène des tomates cuites. La cuisson libère le lycopène et le rend biodisponible, c'est important, à raison de 4 à 5 portions par semaine. Et le quatrième, l'extrait de seigle, le cernilton ou polstimol selon les formulations, très étudié en Scandinavie et en Allemagne, qui agit directement sur la tonicité musculaire lisse de la prostate et réduit l'inflammation locale. Le troisième pilier, c'est le travail sur le système nerveux autonome. C'est là que la plupart des approches, médicales ou naturelles, s'arrêtent trop tôt, et c'est cette lacune qui coûte des nuits à des milliers d'hommes. J'ai intégré une pratique de cohérence cardiaque le soir, 6 respirations par minute, 5 minutes, systématiquement 20 minutes avant de me coucher. Inspirez 4 secondes par le nez, expirez 6 secondes par la bouche. C'est tout. Cette technique active le système nerveux parasympathique,
réduit le cortisol vespéral de manière mesurable et diminue le tonus sympathique qui maintient la vessie en état d'hypervigilance. Le lien entre cortisol élevé le soir et suractivité vésicale nocturne est documenté dans la littérature urologique, mais il est très rarement communiqué aux patients lors d'une consultation. C'est à ce stade précis que j'ai réalisé que ma vraie faiblesse n'était pas le manque de connaissances, c'était le manque de constance. Est-ce que je respectais vraiment chaque pilier chaque jour? Est-ce que je buvais bien avant 19h ce mardi où j'avais un dîner professionnel? Est-ce que j'avais fait ma cohérence cardiaque ce soir-là, ou est-ce que je l'avais sauté parce que j'étais fatigué? J'ai commencé à suivre mes données quotidiennement, et pour ça, j'utilise l'application Tomato, un outil que je recommande maintenant à mes patients qui souhaitent structurer leur suivi. Le lien est en commentaire épinglé en dessous de cette vidéo. Elle permet de tracer la fréquence des levées nocturnes, l'hydratation, l'alimentation, et ajuste les recommandations en fonction de vos résultats semaine après semaine. Ça a été un tournant dans ma propre régularité. Le 4e pilier du protocole, c'est la double miction avant le coucher. Technique simple, sous-utilisée. Avant de vous coucher, allez aux toilettes, urinez normalement, puis restez assis ou debout 30 secondes, penchez-vous légèrement en avant, puis essayez d'uriner à nouveau. Cette deuxième miction évacue le résidu d'urine que la première n'a pas éliminé. Particulièrement significatif quand la prostate comprend partiellement l'urètre et empêche la vessie de se vider complètement. Selon mes observations cliniques, cette technique seule peut réduire le volume résiduel de 20 à 30% et retarder sensiblement la première envie nocturne. Le 5e élément, celui qui m'a le plus surpris, moi le spécialiste, c'est l'exposition à la lumière naturelle le matin. 10 à 15 minutes de lumière solaire directe dans les 30 premières minutes qui suivent le réveil. Cette exposition synchronise l'horloge circadienne, améliore le pic de cortisol matinal et, fait moins connu, optimise la production nocturne d'ADH. Ce n'est pas de la naturopathie, c'est de la chronobiologie appliquée, validée par des travaux sur les rythmes circadiens et la régulation hormonale rénale. Pour moi, concrètement, ça a été une marche de 20 minutes avant ma première consultation du matin, gratuit, immédiatement applicable, et l'un des changements qui a eu le plus d'impact. Permettez-moi maintenant de vous donner des données concrètes sur les résultats de ce protocole. Après 4 mois d'application rigoureuse sur moi-même, mon nombre de levées nocturnes est passé de 3 à 4 par nuit à 0. 8 heures d'affilée, pour la première fois depuis 5 ans. Mon score IPSS, l'indice international des symptômes prostatiques, un score standardisé de 0 à 35, est passé de 19, soit la catégorie sévère, à 7, soit la catégorie légère. Mon volume résiduel post-mictionnel mesuré par échographie vésicale est passé de 85 ml à 23 ml. Ce ne sont pas des impressions subjectives, ce sont des mesures cliniques objectives répétées et comparées dans le temps. Revenons à Michel, le directeur commercial dont je vous ai parlé en début de vidéo. Après avoir appliqué ce protocole complet, pas uniquement le médicament qu'on avait essayé lors d'une première consultation, mais l'intégralité des 5 piliers, il m'a rappelé au bout de 8 semaines. Sa voix avait changé, plus posée. Il m'a dit que sa femme était revenue dans la chambre conjugale, qu'il dormait en moyenne 5 à 6 heures consécutives, contre 1h30 à 2 heures maximum auparavant. Et ses mots exacts ont été « Docteur Martin, c'est comme si quelqu'un m'avait rendu 10 ans. » Son score IPSS avait chuté de 22 à 9 en 2 mois. C'est le genre de résultat qui redonne le goût à la médecine. L'histoire de Jean-Pierre m'a touché différemment. 64 ans, ancien militaire de carrière, l'homme le plus stoïque que j'ai jamais reçu dans mon cabinet, et ce n'est pas peu dire après 30 ans de pratique. Ce n'est pas lui qui m'avait contacté, c'est son fils qui l'avait littéralement amené, avec une gentillesse ferme. Jean-Pierre se levait 5 fois par nuit depuis 4 ans. Il dormait par tranche d'1 heure maximum.
et il refusait catégoriquement toute médication, une méfiance profonde, culturelle, viscérale envers le pharmaceutique. Quand je lui ai présenté le protocole non médicamenteux, les graines de courge, la double miction, la cohérence cardiaque, la redistribution de l'hydratation, il m'a regardé avec un mélange de scepticisme poli et d'espoir discret. Il m'a dit seulement « Ça, je peux essayer ». 6 semaines plus tard, il se levait 1 fois par nuit. 1 contre 5. Pour un homme comme lui, c'était une transformation absolue. Il m'a confié qu'il avait repris la pêche le matin au bord de l'Oise, une activité qu'il avait complètement abandonnée parce qu'il était trop épuisé pour se lever à l'aube. Je ne connais pas de meilleur indicateur d'une qualité de vie retrouvée que ça. Ces 2 trajectoires, Michel et Jean-Pierre, 2 hommes très différents, 2 profils très différents, illustrent une réalité importante. Ce protocole fonctionne avec ou sans médicaments. Il ne les oppose pas, il les complète. Et quand on applique l'ensemble des leviers simultanément, les résultats se cumulent de manière non linéaire. L'Association française d'urologie, dans ses dernières recommandations officielles sur la prise en charge des symptômes du bas appareil urinaire liés à l'HBP, intègre désormais explicitement les modifications du mode de vie en première ligne pour les symptômes modérés. Ce n'est plus considéré comme une alternative, c'est de la médecine fondée sur les preuves. Abordons maintenant l'erreur la plus fréquente que j'observe chez mes patients, celle qui anéantit les bénéfices du protocole avant même qu'il s'installe. L'alcool en soirée. Je sais que vous l'avez entendu, mais probablement pas avec cette explication précise. L'alcool est un inhibiteur direct de l'ADH, cette hormone antidiurétique dont la diminution age-related explique déjà une partie de votre nicturie. Un seul verre de vin après 19 heures peut suffire à bloquer la production d'ADH pour toute la nuit, contraignant vos reins à fonctionner à plein régime pendant que vous essayez de dormir. Ce n'est pas une hypothèse. Une étude publiée dans le Journal of Urology a mesuré qu'une consommation modérée d'alcool en soirée augmentait la production urinaire nocturne de 45% par rapport à une soirée sans alcool chez des hommes présentant de la nicturie. 45%. Si vous ne devez faire qu'un seul changement ce soir, c'est d'arrêter l'alcool après 19 heures. Les week-ends aussi. Une deuxième erreur moins intuitive. Les diurétiques naturels consommés sans attention au timing. Le café, le thé vert, les tisanes à base de pissenlit ou d'ortie, excellents pour d'autres raisons, mais pris après 16 heures, ils aggravent directement la production urinaire nocturne. La règle est simple, si ça stimule les reins, ça s'arrête à 14 heures au plus tard. Et concernant spécifiquement la caféine, je ne vous demande pas de l'éliminer, je sais que c'est irréaliste pour beaucoup d'entre vous. Je vous demande juste de fixer une coupure à 14 heures et de tenir 2 semaines. 2 semaines, c'est le temps qu'il faut pour observer une différence mesurable sur vos levées nocturnes. Ensuite, à vous de juger. Avant de terminer, 3 choses que vous pouvez faire dès aujourd'hui sans attendre votre prochaine consultation, sans acheter quoi que ce soit. La première, tenez un journal de nicturie pendant 7 jours. Chaque matin, notez combien de fois vous vous êtes levé et ce que vous avez bu ou mangé dans les 4 heures précédant le coucher. Ce journal va révéler des corrélations que vous n'avez jamais vues parce que vous n'avez jamais observé avec cette précision. Certains de mes patients découvrent ainsi que la soupe du soir, le fromage affiné ou un médicament pris en soirée déclenche systématiquement plus de levées nocturnes. Vous ne pouvez pas corriger ce que vous n'avez pas encore rendu visible. La deuxième chose, ajoutez 2 cuillères à soupe de graines de courge à votre alimentation dès aujourd'hui. Pas demain, pas lundi, aujourd'hui. Dans un yaourt, sur une salade, dans votre dîner. Vous les trouverez dans n'importe quelle épicerie bio, souvent dans les grandes surfaces également. Le bêta-cytostérol qu'elles contiennent commence à exercer un effet mesurable sur l'inflammation prostatique en 2 à 3 semaines d'utilisation régulière. Ce n'est pas un médicament. C'est un aliment dont le profil de sécurité est excellent,
sans interaction médicamenteuse significative connue aux doses alimentaires. La troisième chose, préparez une question précise pour votre prochain rendez-vous médical. Posez cette question à votre médecin. Quel est mon volume résiduel post-mictionnel? Cette mesure, réalisée simplement par échographie vésicale, indique précisément la quantité d'urine qui reste dans votre vessie après miction. Si ce volume dépasse 50 ml, c'est cliniquement significatif. S'il dépasse 100 ml, c'est urgent à prendre en charge sérieusement. Des dizaines de milliers d'hommes vieillissent avec un volume résiduel élevé sans jamais le savoir, simplement parce que personne ne leur a jamais posé la question. Vous pouvez changer ça dès la prochaine consultation. Et si votre médecin évoque d'emblée un traitement médicamenteux pour des symptômes que vous qualifieriez de modérés, il est tout à fait légitime de demander si une période d'essai de 6 à 8 semaines, avec des modifications du mode de vie, est envisageable avant d'initier une médication. Les recommandations actuelles de l'AFU le permettent explicitement. Vous avez le droit de co-construire vos décisions thérapeutiques. Ce n'est pas de l'insubordination médicale, c'est de la médecine moderne. Je veux vous raconter comment s'est passée la première nuit où j'ai dormi 8 heures d'affilée. J'avais suivi le protocole pendant exactement 11 semaines. 11 semaines d'hydratation redistribuée, de graines de courge, de double miction, de cohérence cardiaque, de marche matinale. Cette nuit-là, je me suis couché comme d'habitude, avec ce réflexe pavlovien ancré depuis 5 ans d'attendre le premier réveil, de guetter le premier signal de ma vessie. Et il n'est pas venu. J'ai ouvert les yeux et il faisait jour. Mon téléphone affichait 6h44. J'ai mis plusieurs secondes à comprendre ce qui se passait. Pas de lever à 1h15, pas de lever à 3h30, pas de lever à 5h20, juste le matin. Ce moment a été l'un des plus silencieusement émouvants de ces dernières années. Pas dramatique, pas spectaculaire, juste cette sensation de retrouver quelque chose qu'on avait cru définitivement perdu avec l'âge. Ce que je veux que vous emportiez de cette vidéo, c'est ceci. La nicturie n'est pas une fatalité. Ce n'est pas le prix inévitable de vieillir en tant qu'homme. C'est un problème à mécanismes multiples qui répond à une approche à leviers multiples. La prostate peut être soutenue, l'inflammation peut être réduite, le système nerveux peut être recalibré, la régulation hormonale nocturne peut être optimisée, et le sommeil, ce sommeil que vous avez peut-être perdu depuis des années, peut être retrouvé. J'en suis la preuve vivante. Michel et Jean-Pierre en sont la preuve. Si ce que j'ai partagé avec vous aujourd'hui vous a apporté quelque chose de concret, abonnez-vous à cette chaîne. Chaque semaine, je partage des protocoles, des données cliniques et des expériences de terrain sur la santé prostatique et le bien-être masculin. Des informations que j'aurais voulu avoir moi-même bien plus tôt dans ma carrière et dans ma vie. Et pour ceux d'entre vous qui souhaitent suivre leur protocole de manière structurée et ajustée semaine après semaine, le lien de l'application Tomato que j'ai mentionné est disponible dans le commentaire épinglé juste en dessous de cette vidéo. Prenez soin de vous. Et bonne nuit, cette fois-ci, vraiment.